Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour cette nouvelle émission de Sans titre enregistrée au Centre Pompidou, nous avons eu le plaisir de recevoir et d'échanger avec l'artiste plasticienne et photographe Corinne Mercadier. Bonne écoute. Donc tu es artiste photographe, ton travail se développe depuis les années 80 et met en convergence plusieurs médiums. La photographie, le dessin, la peinture sur verre, la mise en scène se conjuguent ainsi pour mettre en œuvre un imaginaire entre réel et fiction qui accorde une place importante à la danse et à l'architecture. Tes photographies, textes et dessins donnent également naissance à plusieurs publications avec les éditions Filigrane. Depuis les années 2000, ton travail est régulièrement exposé et récompensé, notamment avec le prix de la Fondation des Treilles. Il est également présent dans les collections du Musée de l'Élysée, de la BNF ou encore la Maison européenne de la photographie. C'est tout à fait vrai. C'est juste. Vous êtes bien photographe? En partie. En partie. Dans un premier temps, on va peut-être revenir d'abord sur... bon, c'est toujours les mêmes questions qu'on pose, donc c'est facile. C'est facile. C'est facile. On va revenir sur ta formation. Est-ce que tu peux revenir sur tes études? Oui. Que tu as fait ou que tu n'as pas fait et l'importance que ça a dans ton parcours? Bien sûr. Oui. Donc, en fait, il m'est arrivé un événement à l'âge de 17 ans. Je me suis cassé la jambe. Et donc, après le bac, je voulais faire des études d'art plastique. J'habitais à Aix-en-Provence. Il fallait pour ça aller à Lumini, à Marseille. Mais je pouvais pas. Donc, j'étais entre deux eaux et finalement, j'ai opté pour des études d'histoire de l'art. Ça se passait à l'Institut d'art lié à l'Université d'Aix. Donc, c'était bien. C'était merveilleux. C'était génial. Vraiment, ça m'a ouvert l'esprit. Et puis après, j'ai continué avec art plastique, donc en décalé. Et du coup, je pense que ça a beaucoup aidé justement ma formation et même mon univers en fait, qui est très lié à l'histoire de l'art. Donc c'est un accident, mais en même temps un accident de la vie qui a eu des répercussions quand même positives. Et bon, je voulais aussi faire de la danse, mais bon, ça j'ai fait danser les autres à la place. Voilà. Et donc, comment tu sors de l'école à quel âge? Eh ben en fait, donc le bac en 72, l'agrégation en 78 et l'agrégation. Très bien, on va en parler. Et donc je sors de l'école, voilà, en 78. Et comment ça s'est passé tes premiers pas en tant que créatrice? Du coup, toi, t'es où? T'es dans quelle ville à ce moment-là? T'es encore à Aix? Oui, en fait. Mais du coup, j'ai toujours eu un petit atelier dans ma chambre. Je faisais de la peinture à l'huile. J'étais pas vraiment, je suis pas quelqu'un de doué pour le dessin, la ressemblance et tout. C'est pas ça en fait. C'est que j'ai toujours eu une petite porte dans la tête vers un monde où je suis allée avec justement le dessin, la peinture et plus tard la photographie. Mais j'ai pas appris la photographie. Justement, d'accord. tu voulais un petit pas de côté, voilà. Ouais, ok, très bien, très bien. Comment t'en es arrivé à faire de la photo? D'abord, je vous l'ai pas dit, mais quand j'étais en histoire de l'art, il y avait une unité de valeur de photographie et c'était Willy Ronis qui faisait histoire de la photographie. Et là, c'était exceptionnel. Enfin, c'était quelqu'un de merveilleux, très très sympathique et puis qui a ouvert des portes. Voilà. Et ta question? Je sais plus. Comment t'en es arrivé à faire de la photographie? C'est-à-dire, la question en fond, c'est comment tu commences à exposer? Oui. Travail, alors c'est avant la photographie. D'accord. Oui. Après Aix, je suis partie à Marseille et du coup j'ai fait partie d'un groupe de femmes artistes. En fait, on était 6. On s'appelait 663 par 314, qui est le format de l'enterrement ornant de Courbet. Aucune raison. Et on s'est installé à Marseille, en fait, tout en haut de la rue de la Joliette, à Marseille, la rue du centre photographique de maintenant, mais à l'autre bout. Et voilà, c'était intéressant d'être ensemble. Il y avait à côté l'atelier de Laurette avec que des garçons. Et c'était vraiment deux ateliers qui correspondaient. Enfin, on était vraiment liés. Et puis ensuite, autant c'était intéressant. Moi, j'ai besoin de travailler toute seule, donc je me suis séparée du groupe et avec Philippe, mon mari et assistant, on est parti s'installer à Gardanne, entre Aix et Marseille, dans un mas du XVIIIe siècle extraordinaire. Et c'est là que j'ai commencé à faire de la photo, en fait. Donc, ce qui m'a vraiment
touché, c'est le bassin, les arbres immenses. Bon, et puis j'ai acheté un Polaroid SX70, un vieux, un 1000, là, tout moche, mais ça a été le déclic parce que là, j'ai commencé à comprendre que ce type de photographie, c'était vraiment mon identité. Et puis après, à New York, j'ai acheté un vrai folding. Voilà. Et donc, jusqu'en 2008, c'était ça la photographie pour moi. Sauf que c'était des photos de photos, en fait, des photos d'après, des reproductions dans des livres d'abord, avec l'œuvre de Giotto, qui continue à m'intéresser beaucoup. Et ensuite, j'ai fait moi-même mes propres photos que je reproduisais. Donc, je faisais des prises de vue. Et là, j'ai appris un peu la photo. Je faisais des prises de vue, des tirages que je refotographiais au Polaroid. D'accord. Et en fait, au début, c'était plus un travail de collage. Non, au début, c'était vraiment l'atmosphère de cette maison, de ce château étrange où il y avait des sarcophages qui servaient de baignoire, où il y avait 30 pièces. Bon, c'était très mystérieux. Et du coup, la photo, quand même, c'était aussi prendre trace de cet environnement et en même temps faire une photographie avec des strates, comme j'ai dit, d'images. Et petit à petit, se sont développées deux voies comme ça, plus ce que je voyais et d'autre part ce que je fabriquais. Vraiment. Et tu vis de quoi à ce moment-là ? À ce moment-là, je prends un congé sans solde parce que j'ai pas envie d'être prof. Et au bout du congé sans solde, il a fallu y aller. Voilà. Donc je vis de quoi ? En fait, j'avais les IPES pour faire mes études, c'est-à-dire des études payées en échange de 10 ans de prof. Ouais. J'ai commencé par refuser, après je l'ai repassé, et puis finalement j'ai fait 40 ans. D'accord. Et là, aujourd'hui, je suis libérée pour bonne conduite, comme. Ok. Mais toute ta vie, Et oui, alors justement, ouais. C'est ça le petit pas de côté, c'est qu'en fait, non seulement j'ai pas appris la photographie dans une école dédiée à ça, mais en plus, j'ai toute ma vie d'artiste, j'ai été professeure au collège, et du coup, et maman, et du coup, je travaillais le soir et pendant les vacances. En fait, et c'est là que rentre en scène Philippe, qui m'a beaucoup aidé à faire les prises de vue. Voilà, mais c'est vrai que c'est une position assez spéciale dans le milieu de l'art parce que du coup, j'étais un peu séparée de mes copains, des autres artistes de mon âge et des photographes, quoi. Pourquoi ils bossent où photographes. Parce que non, mais ils ont pas. Non, parce qu'ils se sont connus à l'école aussi. Ils ont un autre milieu. Et moi, par contre, j'y suis rentrée par les expos, par l'édition, par tout ça. Parce que c'est drôle aussi. Moi qui connais un peu bien ton travail, t'es très identifié dans le milieu de la photo. Bah oui, maintenant. Ouais, non, mais je veux dire, t'es pas forcément. Beaucoup plus que le dessin, ça c'est sûr. Hein. Oui, oui. Ou j'allais mettre les arts plastiques. Tu vois, c'est même tu vois, on dit. Ton éditeur Filigrane, oui. C'est aussi très très photographique quoi, comme éditeur. Mais parce que j'ai commencé à être connue comme photographe en fait, alors que toute ma vie j'avais ce soubassement du dessin et d'un imaginaire qui était transcrit par la trace, enfin par la ligne, par la couleur, par voilà, tout à fait autre chose que la photographie, sauf que maintenant ça s'est rejoint grâce à une technique particulière que j'ai utilisée donc 3 fois, c'est la peinture sur verre. Et là, on sort de ce que tu voulais. Pas du tout, t'écoutes. Donc, la peinture sur verre, j'ai commencé justement à faire des peintures qui étaient d'après une fresque de Giotto à Padoue, à la chapelle de l'Arena, qui représente, enfin, c'est une espèce de BD géante, et il y en a une qui représente l'Annonciation à Sainte-Anne, où il y a Sainte-Anne qui voit l'ange apparaître par la fenêtre et lui donner sa bonne nouvelle, et une petite servante qui écoute sous un escalier. Et ce décor, en fait, est tellement disproportionné par rapport au personnage, et tellement extraordinaire comme une scène, en fait, théâtrale, un décor, que ça m'a... C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la peinture sur verre, en reproduisant ces éléments d'architecture qu'on trouve même dans l'ensemble des fresques.
Et d'ailleurs, en ce moment, à la Galerie Binôme, il y a des photographies qui sont de cette époque-là, 1986, des cibachromes originaux que Valérie Cazin, la galeriste, a mêlé avec ce que je fais maintenant. Et donc, la peinture sur verre, c'était un moyen vraiment de troubler la nature de la photographie. Du coup, c'était des photographies de peinture et en même temps, la peinture sur verre est lumineuse. Enfin, ça fait vraiment un effet de théâtral très fort. Et d'ailleurs, cette petite scène de l'Annonciation, Bill Viola l'a reprise dans Going Forward by Day, un triptyque vidéo extraordinaire. Il a construit un mall, enfin un tertre où ils ont construit cette petite maison, mais à l'envers, en fait inversée, droite-gauche. Et c'est pas une annonciation, donc un départ dans la vie, mais la mort d'un homme. Et ses enfants sont là, ils regardent. Et tout en bas, il y a un lac avec sa femme qui attend avec tout son déménagement. C'est hyper beau. Et en fait, comme c'est 3 pièces en même temps, il y a à un moment une cataracte d'eau qui tombe d'une façade. Et donc, on tourne la tête. Et à ce moment-là, l'homme est mort, en fait. Et on l'a pas vu. C'est-à-dire que c'est vraiment un déclic. On a perdu le moment du départ. Bref. Et ça, c'est des pièces que tu présentes en ce moment à la Galerie Binôme. Ça, c'est, oui, Bill Viola, donc. Mais ce que je présente à la Galerie Binôme, c'est donc plusieurs cibachromes de cette époque-là, mêlés avec mes dernières photos et mes derniers dessins. D'accord. On vient de sauter des petites étapes. Bah oui. Je sais pas comment. Je suis sûre qu'on a sauté des tas de trucs. Est-ce que tu peux nous parler du travail que tu as fait de prof? Est-ce que tu as prof en collège? Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus? Oui. Et puis peut-être justement du dialogue entre toi qui poursuis ton chemin personnel, artistique, plutôt le soir, plutôt le week-end sur les temps libres, et puis... en fait, pendant très longtemps, je n'ai rien dit à mes élèves. Je leur ai pas parlé de ce que je faisais. C'était vraiment 2 mondes complètement différents. Je pense que je me préservais parce que c'était un métier pas facile. Et d'ailleurs, c'est pour me préserver que j'ai pensé qu'il valait mieux être prof au collège qu'au lycée ou aux Beaux-Arts. Je me suis peut-être trompée, mais en même temps, bon, c'est fait. C'est fait. Les enfants ont entendu des tas de choses sur Yves Klein, Fontana, Giotto. Et du coup... Après, je me suis dit non, c'est bête parce que je les prive de quelque chose finalement, eux et leur famille, qui peut leur donner des idées, des envies justement de travailler, pas forcément dans l'art, mais en tout cas de voir qu'on peut avoir une double vie, d'ouvrir des champs, d'ouvrir des possibles. Voilà. Donc j'ai commencé à leur montrer ce que je faisais. Et, bon, il fallait pas insister trop longtemps, mais c'était pas mal. Et puis un jour, il s'est passé un truc génial. Dans la cour, en fait, je suis arrivée et il y a eu une hola, comme ça, de toute la cour. Tout le monde était aligné parce qu'il y avait eu un article dans Télérama. Ah. Et donc les parents avaient dit, waouh, ta prof d'art plastique, mais c'est elle et tout. C'est une vraie artiste. Du coup, ça joue, ça, ou pas? D'être une vraie artiste? Ouais. Ah oui. Ben oui, ils ont aimé. Enfin, d'avoir l'article. Enfin, du coup, j'entends vrai artiste. Oui, regarde, j'en ai eu un hier, par exemple, ça joue. Hein. J'entends ça à travers, effectivement, un manifeste comme un article Télérama ou autre qui, d'un coup, vient bien sûr, labelliser. Mais ils sont dans les médias à fond, de toute façon. Hein. Non, mais c'était bien parce que de toute façon, je leur ai fait faire beaucoup de photos. J'ai monté un labo photo dans ma réserve. Le mercredi après-midi, on faisait photos avec les 6e. C'était super. Hein. Ce qui est nul, c'est 30 élèves par classe en art plastique toutes les 50 minutes plus rangement ménage. Ça, c'est... Et donc, de quelque chose que tu as au début séparé, finalement, t'as mixé ta partie enseignement avec toi, ta façon de pratiquer. Enfin, bref, les 2 choses se sont entremêlées. Oui. Après, c'est compliqué parce qu'il y a les programmes et c'est souvent rasoir, en fait, d'essayer de les suivre absolument. Et je pense que j'ai fait des pas de côté là aussi, mais bon, on a fait des choses vraiment chouettes. Justement, en fait, moi, mon idée comme prof d'art plastique et artiste, c'était de leur apprendre que leur téléphone, c'était un outil et avec lequel j'ai demandé l'autorisation qu'on travaille parce que c'était interdit.
saut format. Bref, voilà, je l'ai obtenu parce que de toute façon, la direction était top et très très partante pour tout ce qu'on faisait. Et du coup, je leur ai appris qu'on pouvait juger une image de la même façon sur un téléphone à partir de n'importe quel médium. Donc là, ils étaient quand même stupéfaits pendant longtemps. Et parce que je leur disais, bon, là, le cadre, la lumière, et voilà, c'est un travail ou pas. Et c'était bien aussi parce que je les faisais travailler à la maison, je leur demandais de m'envoyer des fichiers dans tel format et pas tel autre, et tout ça, ça comptait. Et jamais tu t'es dit que l'activité d'artiste pouvait suffire à ta survie. Tu t'es jamais trouvé dans la situation? Non. Déjà, j'étais formatée pour être prof. Tu vois, j'ai essayé de pas l'être à un moment, ça a été juste 1 an. Mais je me disais surtout, vu que je veux vraiment être archi libre dans ce que je veux rêver, fabriquer et tout ça, il va falloir que j'ai une rentrée d'argent et je voyais que ça en fait. À quel moment t'as commencé t'as signé avec une ou des galeries? En fait, en 90 par là. Okay. Voilà, c'était Isabelle Mongard, une galerie qui n'existe plus, mais Isabelle a vu en fait dans une vente, je crois que c'était pour Médecins du Monde, où la photo qui est justement une photo de peinture sur verre qui est dans la galerie en ce moment, et elle a dit à un ami à moi, si j'ouvre une galerie, j'aimerais bien ça. Et il a dit, je la connais. Voilà. C'était Frédéric Lormeau, qui est artiste aussi, avec qui j'ai fait une exposition il y a longtemps. Mais du coup, ça a commencé comme ça, et c'était très joyeux, tout le monde commençait. C'était vraiment bien. On était en face de la MEP. Voilà, c'est là que j'ai rencontré Filigrane, Patrick. J'avais un projet de livre en fait qui s'appelait Où commence le ciel, et j'ai invité des gens à répondre à cette question. Parmi lesquels il y avait Daniel Larieux, un chorégraphe avec qui j'ai pas mal travaillé après. Il y avait Marc Donadieu sous le nom de Charles Boyer. Ok. Et d'autres. Enfin, on était beaucoup architectes, danseurs, écrivains, et Fléchère, Plossu aussi. Ah, il y avait tout le monde. Voilà. Ouais. Et du coup, il y avait un monde fou. Donadieu, Fléchère, Plossu. Et du coup, je me rappelle que j'ai rencontré Patrick à Reims et je lui ai demandé si c'était d'accord, s'il avait bien reçu ma demande et tout. Et il a dit oui. Donc ça a démarré très bien comme ça. Premier livre. T'en as fait beaucoup? Non, pas tellement. Non, j'ai fait une monographie après en 2007, après avoir changé de galerie, et un livre en 2012 sur une série qui s'appelle Solo. D'accord. Parce que maintenant, t'es avec la galerie Binôme. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se connaît, puisqu'on est dans la même galerie. Oui. Voilà. T'es arrivé il y a combien de temps? À l'automne 2021. On a sauté 20 ans aux Filles du Calvaire. Ouais. Parce qu'après Isabelle... T'as fait 20 ans aux Filles du Calvaire? Oui. Après Isabelle, en fait, qui a fermé, enfin, je l'ai quittée. Et elle, plus tard, elle a arrêté. Donc, j'ai traversé une fois... le stand des Filles du Calvaire à Paris Photo, et Christine Ollier m'a dit « C'est toi, Corinne Mercadier ?» Oui. Voilà. Donc, et après, on a travaillé vraiment longtemps ensemble. C'était pendant vraiment un grand moment très, très intéressant. Enfin, c'est vraiment développé mon travail photographique. Oui, parce que c'était une grosse machine, la galerie des Filles du Calvaire. Oui. D'ailleurs, ça l'est toujours. C'est une galerie qui fait rêver. C'est une magnifique galerie. Déjà, le lieu est très très beau. Avec Christine Ollier, elle a monté beaucoup de projets pour moi, des coproductions. Justement, on a pu faire des éditions comme ça avec des musées, des lieux d'art. Voilà. Et maintenant, je suis chez Valérie Cazin avec toi, Madame Cazin, et d'autres, une autre famille. Où est-ce qu'on va du coup maintenant? Moi, j'allais sur comment apparaissent un peu les boulots et comment ils se construisent. Est-ce qu'il y a un protocole, une façon de faire, d'aborder les choses qui est toujours un peu la même ou pas? Ouais. Alors en fait, rétrospectivement comme ça, j'ai une œuvre assez éparse en fait par série. Finalement, c'est Valérie qui me fait comprendre les liens profonds qu'il peut y avoir au fil du temps.
Mais il y a, pour ce qui est du dessin, c'est une espèce de suite en fait assez continue, même si les séries changent avec beaucoup de l'encre, du crayon de couleur, enfin quelque chose des outils plus graphiques que picturaux finalement. Bon, et ça se construit, ça commence, ça finit, ça se tresse avec une autre série. Par contre, la photographie, c'est beaucoup plus séparé. C'est plus séquencé. Oui. Parce que ça a commencé vraiment, donc quand je suis rentrée chez Isabelle Mongard, c'était une série qui s'appelait Paysages, donc des polaroïdes agrandis qui étaient eux-mêmes d'après photographie, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'aplats, les valeurs moyennes sont complètement effacées et c'est une espèce c'est plus pictural d'une certaine façon. Enfin, ça rejoint quand même un espace moins descriptif. Après, Où commence le ciel? Là, il y a des personnages qui sont arrivés avec cette idée d'horizon, que la photographie, en fait, c'était un point de vue, et que de ce point de vue, on voyait des choses que même les personnages dans l'image ne pouvaient pas voir, ou qu'elles cachaient à celui qui regarde. Voilà, cette idée de présence au monde sur un petit point, une petite chaise, et que ça a beau être petit, c'est la nôtre, et qu'il faut en faire quelque chose qu'on peut partager en plus avec d'autres points de vue. Et puis ensuite, j'ai fait des vrais... Ça, c'était pas tout à fait mise en scène, c'était mise en espace, on va dire. Mais les mises en scène, ça a commencé avec Une fois et pas plus, où là, j'ai commencé à faire lancer des objets. Et toujours Polaroid, mais Polaroid couleur d'après tirage noir et blanc. Donc la couleur, c'était la couleur du Polaroid. C'est très variable, du coup. Et puis là, c'était tout à fait un autre monde. Les objets lancés, c'était le temps... arrêt sur image, enfin le jeu avec les enfants qui couraient, c'est vraiment autour de... Les modèles, c'était la famille, les lanceurs, c'était les amis. Et du coup, ces images-là, ça a été tiré en 1 mètre carré, et on en retrouve 3 en ce moment à Madrid dans l'exposition de Georges Didier Huberman au musée Reina Sofia, qui s'appelle En el aire conmovido, c'est-à-dire sur l'air et l'émotion. Donc, ça tombait bien. Et cette série-là, elle a été fondatrice, vraiment. Parce que il y a une idée, justement, où je retrouvais l'art, enfin, les questions d'annonciation que déjà Daniel Arras avait tellement bien, décrit, et le livre L'Annonciation italienne a été très important pour moi. Mais donc, ces objets volants, en fait, étaient comme des phylactères sur lesquels il y avait rien, parce qu'ils étaient noirs la plupart du temps, et que du coup, ça parlait d'un espace où le divin a laissé la place à ici, à ce qu'on a à se dire entre nous. Voilà, il n'y a plus de nouvelles du ciel. C'est quoi un phylactère? Un phylactère, c'est une bulle dans une BD. Ah, très bien. Ok. Donc c'est aussi le support de l'annonce de Dieu qui dit Marie, ça va être ton tour. D'accord. Et elle dit OK. Et en général, sur certaines peintures, c'est écrit à l'envers en latin, parce que c'est Dieu qui regarde la réponse. Ok. Mais du coup, comment tu... Est-ce qu'il y a un protocole que tu appliques toujours quand tu veux aborder un sujet? Ou est-ce qu'au contraire, c'est le sujet qui définit la manière dont tu vas le traiter? Tu vois, comment tu arrives au dessin? Est-ce que c'est une envie formelle? Je me souviens quand tu as présenté tes dessins au Salon Drawing Now il y a 2 ans. 2 ans, oui. Ouais. Je me souviens que tu disais, tiens, j'avais ce travail-là dans un tiroir. J'ai commencé cette série qui était exposée, qui s'appelle Le Voyage intérieur, pendant le confinement, avec des restes de papier. Donc, ça a commencé comme ça, en se disant j'ai tous ces papiers de différentes tailles, et c'est parti comme ça. Mais sinon, un protocole, oui, pour les dessins, il y a finalement dans les dernières séries, il y a une couche d'encre qui fait que j'ai plus le blanc sous les yeux, et qui aussi fait des apparitions des taches qui parlent. Et ensuite, je dessine dessus. C'est parti. C'est du coup, dès qu'il y a le fond d'encre, il y a un ailleurs. Ok.
Voilà. Mais sinon, pour la photographie, oui, des protocoles, il y en a eu. Par exemple, pour tout ce qui est mise en scène, il a fallu que je demande des autorisations. Par exemple, pour une série qui s'appelle Le ciel commence ici, la réponse, ce qui a été fait que sur des toits de bâtiments comme le château de Chambord, château de Saint-Germain-en-Laye, Deauville, où j'avais une résidence pour Planche Contact, et d'autres lieux extraordinaires comme l'Observatoire de Paris. Donc là, j'ai rempli des cahiers et des cahiers d'autorisation. Non, ça marche pas. Et donc, tu vois, ce protocole, c'était tout ça en même temps que imaginer des prises de vue, d'après quelquefois des photogrammes de films, d'après des dessins. Justement, c'est très mobile. En fait, les dessins se retrouvent dans les photos et les photos dans les dessins. Voilà. Ok. Et après, c'est moi qui fabriquais les costumes et les objets. Donc, couture, achat de matériel de cerf-volant. D'accord. Donc, c'est que tu as quand même une projection assez fidèle, entre guillemets, du résultat que tu souhaites obtenir et tu mets en place ce qu'il faut pour aller dans cette direction-là. Enfin, c'est pas... Mais finalement, j'ai la bonne réponse à ta question parce que j'ai complètement oublié que j'ai des maîtres de carnet de travail. Ouais. Dans lesquels je note justement, quand je suis prof, le soir, tout ce que j'ai envie de faire et même des patrons de costumes, enfin, toutes les choses à réaliser. Et tout ça mélangé avec des reproductions d'œuvres ou oui, j'écris aussi. Donc, j'écris des... Donc, il y a toujours une production de premières étapes, entre guillemets, de recherche, d'envie, etc. Il y a une accumulation comme ça de plein de documents que tu produis. Et puis, des fois, tu vois quelque chose émerger et tu dis, tiens, cet ensemble-là, on peut le ficeler comme ça. Et puis, du coup, porter une série, porter un projet type ou des fois, c'est peut-être plus l'inverse en répondant à un appel à projet ou à résidence et autres, où tu dis, tiens, ce truc que j'avais déjà un peu imaginé, ça pourrait matcher avec ça. Est-ce qu'il y a... tu sais, en fait, j'ai fait que 2 résidences dans ma vie, comme j'étais prof. Ouais. La première, c'était au musée Réatu. En fait, l'ancienne conservatrice Michèle Moutachard m'a invitée à une carte blanche sur la ville. Donc là, à la suite de Jacqueline Salmon, Vasco Ascolini, qui avait fait des choses merveilleuses. Et du coup, Jacqueline, elle est descendue dans les cryptoportiques et moi, je suis montée sur les toits. Donc, après avoir eu les autorisations du patrimoine, j'ai continué la série Une fois et pas plus. Donc, avec ces lancers d'objets, j'ai fabriqué des livres dorés, enfin, on a même monté une chaise sur le toit de l'église des prêcheurs. Tu vois, donc il y avait une continuité, en fait. J'ai continué dans un autre lieu et avec une autre optique, quelque chose qui était déjà en cours. C'est ce qui s'est passé avec Deauville pour la série, donc, Le ciel commence ici, où j'étais en train de faire des photos sur les toits et là j'ai fait des photos aussi sur les toits des cabines de plage. Okay. Voilà. Et pas non plus de concours, d'appel à projet Si, j'étais finaliste nominée au prix de l'Académie des Beaux-Arts. D'accord. En 2014. Et c'est quelque chose que tu essaies de pousser ou au contraire ça arrive parce que des fois on t'envoie un mail en disant tiens, ce serait bien que tu te présentes ou... Là, c'était Christine Ollier, ma galeriste, qui m'avait proposé de le faire. Ouais. Oui, j'étais aussi au prix BMW il y a longtemps pour la première sélection. Eh bien... C'est quelque chose que tu aimes faire? En fait, oui, j'aime bien, mais je suis trop âgée. C'est-à-dire que là... T'es pas assez émergente. J'émerge plus du tout. Là, je vais sombrer. Hein. Je suis au bord de la panique. D'accord. Parce que c'est une question même, mais ça pourrait être aussi pour des privés. Oui, justement, j'ai quand même en 2019, j'ai eu le prix de la Fondation des Treilles. Okay. Donc là, c'était il y a pas si longtemps. C'était génial. C'était vraiment exceptionnel. Ouais. D'avoir cette possibilité. Justement, j'ai continué ma série. Mais non, c'est une toute nouvelle série, en fait, que j'ai appelée De vive mémoire, titre de Philippe, qui m'aide beaucoup pour le recul par rapport à ce que je fais. Et donc, on a travaillé dans le lieu, le sujet, c'était la Méditerranée. J'ai travaillé sur des personnages féminins de la mythologie grecque. Okay. Qui avaient pas trop souffert. Et c'était fantastique.
J'ai adoré. Donc, tu vois, oui, j'ai fait 3 résidences. Il y a aussi une chose, c'est que je pense que maintenant, je peux les laisser les résidences aux jeunes. Hein. Ouais, tu vois, c'est... Oui, je trouve ça plus normal quand même. Oui. Je sais pas. Parce qu'en même temps, comment c'est comme si les résidences, c'est comme s'il y avait un endroit qui était parfait pour les artistes. Oui. Faut pas qu'ils soient trop jeunes. Parce que les résidents, oui, je sais. Oui. Faut pas qu'ils soient trop vieux parce que ils ont arrêté d'émerger. Faut pas qu'ils aient d'enfants. Ah oui. Enfin, c'est quand même pas du tout les enfants. La ligne est fine. Hein. Non, mais femme, mère, prof. Oh là là, bon. Ouais. Ah non, c'est trop. Surtout au collège. Hein. Ouais. Non, c'était pas glamour à l'époque. Mais moi, je suis très contente de l'avoir fait. Hein. Parce que justement, j'ai des élèves glorieuses, hein, Clara Bouvresse par exemple, et beaucoup qui ont pas forcément opté pour un métier artistique, mais en tout cas qui pensent quand enfin je vois leurs parents qui s'en rappellent en fait de tout ce qu'on a fait. L'idée c'était qu'ils aient l'esprit ouvert et qu'ils aient confiance en eux, c'est tout, c'était mon objectif. Est-ce qu'on peut parler du regard extérieur? Oui, tout à fait. Ça, vu que ça fait 2 fois que enfin, ou 3 fois que t'évoques ton assistant et ton mari. Ah mais oui, bien sûr. Enfin, d'où vient le regard extérieur? Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves avec des commissaires d'exposition habituel avec qui tu as l'habitude de bosser et qui te donne, qui te renvoie à quelque chose? Est-ce que c'est ton assistant Marie assistant qui t'amène ça? Est-ce que c'est ta galeriste Valérie qui te donne ce regard-là? Et comment toi tu te situes autour de ça? Oui, je vais commencer dans le sens chronologique en fait. Allons-y. Donc Philippe, mon mari, qui s'appelle pas Mercadier. Eh bien, lui, il a travaillé aussi dans le milieu de l'art. Il a travaillé dans les expositions comme Cité Ciné ou Les Magiciens de la Terre, pas dans la partie artistique, mais en tout cas, voilà, il est très sensible à ça. Il a étudié la philo, et du coup, c'est un regard critique surtout, parce que le reste, je sais que ça lui plaît, mais ce qu'il a à me dire, c'est comment c'est perçu. Est-ce que c'est assez moi en fait? Donc avec sa vision, mais je l'écoute. Quelquefois je ferme la porte, mais parce que je travaille à la maison. Okay. J'aime bien. Et puis il y a eu aussi les enfants. Je me rappelle de ma fille quand elle avait 10 ans, qui est rentrée une fois dans l'atelier en disant oh il y a pas de mystère ici, et qui est repartie. Là je me suis dit là c'est grave. Donc eux, ils comptent et ils continuent à compter, puisque mon fils est chef opérateur. En fait, c'est Paul Guillaume qui a filmé Emilia Pérez, qui travaille avec Jacques Audiard, Sébastien Lifshitz. Donc il a l'œil. Et ensuite, effectivement, les professionnels, les galeristes, ça c'est sûr. Déjà, quand on fait une sélection d'exposition, on dit quelque chose. On dit voilà, ça semble mener quelque part, avoir des racines, être abouti. Et du coup, autant Christine Ollier l'a fait très bien, Valérie aussi. Valérie avec un regard qui est aussi en profondeur, c'est-à-dire qu'elle aime bien faire des expositions avec trois éléments différents. Et du coup, ça crée des liens, ça crée des résonances pour le public qui sont très importantes. Et pour moi aussi. Parce que l'accrochage qu'elle a fait là pour l'exposition que j'ai en ce moment à la galerie, Une borne à l'infini, m'a surpris. Ah oui? Oui, cette cohabitation, en fait, des très logique, d'ailleurs, très, vraiment... Tu dis l'accrochage qu'elle a fait, t'as pas participé? Non, elle me l'a soumis, elle me l'a envoyé. Ok. Et je me suis dit, pour dire non, il faudrait vraiment une bonne raison. Et je l'avais pas. Et j'ai trouvé ça très bien. D'accord. Et de toute façon, j'aime bien laisser faire les autres. Parce que justement, ça apporte un point de vue que je n'avais pas. Première proposition validée. Il y a marqué V7. Hein. Oui. D'accord. Et donc, en fait, ce que t'aimes, c'est finalement qu'on s'accapare un peu ton travail. Ah oui, j'aime bien. En tout cas, qu'on s'en empare et qu'on donne un point de vue. Qu'on donne un point de vue, puis qu'on emmène le travail quelque part. Oui, parce qu'en fait,
comment dire, moi je suis pas très forte en accrochage, enfin en exposition. J'ai toujours l'impression d'être plongée dans ce que je fais et de pas avoir beaucoup de recul. Donc toutes ces personnes en fait qui m'apportent un recul intelligent, argumenté et qui m'ouvrent des nouvelles portes, j'adore. Voilà. Et ça peut être aussi une opinion sur un format, sur un... Oui, n'importe. Je suis pas susceptible sur... T'as pas de pudeur là-dessus? Non, mais par contre, je peux dire non. Ça, c'est sûr que si l'accrochage m'avait semblé complètement à côté de la plaque, j'aurais dit quelque chose. Mais sinon, oui, pour le format ou pour des détails techniques ou quoi, oui, on peut discuter. Mais là, on est d'accord. Ok, et c'était pareil, j'imagine, dans le cadre des publications ou d'autres projets qui ont fait intervenir d'autres professionnels, etc., où finalement t'aimes bien vite construire un échange et co-construire avec d'autres personnes oui, j'aime bien, un projet, ou au contraire, t'as une vision beaucoup plus personnelle et... Non, j'ai pas beaucoup de vision en dehors de la création, en fait. Donc, les livres que j'ai faits, je les ai faits en collaboration avec Christine. Je peux aider d'autres artistes, photographes à avoir une vision, à les aider même à faire un livre ou quoi. C'est drôle, mais pour moi, c'est assez compliqué. C'est bon le cas. Est-ce que... comment ça se passe avec, du coup, est-ce que tu as des commissaires et des... autres que Christine Ollier et Valérie Cazin, des commissaires d'expo avec qui tu bosses depuis longtemps et que vous suivez. Comment ça se passe, cette relation-là? Alors, je peux parler de Annette Audiquet, qui était conservatrice en fait du musée du MUMA au Havre, avec qui j'ai fait peut-être 3-4 expositions. Sur le vent, le vent, c'était, il y avait des co-commissaires, justement, Jacqueline Salmon et son mari Jean-Christian Fleury. Le mouvement de l'air aussi, les nuages, et puis aussi Michel Moutachard à Arles quand elle y travaillait au musée Réatu. Donc j'ai fait 2-3 expositions aussi. Donc c'est des personnes en fait qui ont, c'est des expositions personnelles. Non, une à Arles, mais sinon c'est des expositions collectives et moi j'aime beaucoup ça parce que justement c'est là que le travail trouve d'autres espaces, j'aime bien les sujets en fait. C'est pour ça que l'exposition de Madrid là, elle est incroyable, mais il y a 100 artistes quoi, c'est énorme. Et en tout cas avec Annette Audiquet, c'était vraiment un travail de fond. Par exemple, dans ma série en cours qui s'appelle La Nuit magnétique, elle voulait exposer une des photos, une des premières d'ailleurs, et je lui ai dit que en fait ce travail était basé sur mon adoration de la dernière série de photographies de Étienne Jules Marais sur les mouvements de l'air, avec les machines à fumer qu'il a construites. Et l'exposition qu'il y avait eu au musée d'Orsay en 2004 avec un catalogue de Laurent Manoni, justement le conservateur de la Cinémathèque, et Georges Didier Huberman, et que ces photographies sont somptueuses, extraordinaires, même si lui n'y a jamais accordé un sens esthétique, pas du tout. Et donc j'ai dit ça à Annette, et elle a fait venir une planche de la Cinémathèque pour mettre à côté de ma photo. Donc voilà, c'est un travail vraiment d'étendre finalement le champ de chacun pour tisser des expositions exceptionnelles avec des catalogues de fou. Et d'ailleurs, est-ce que tu crois qu'il y a des expositions qui changent un peu les choses en termes de carrière? Est-ce que tu crois qu'il y a des marqueurs? Toi, tu arrives à les identifier dans la carrière que tu as? Des expositions collectives Des collectives, des solos, mais des endroits, j'en sais rien, présenter son travail à Arles, dans les rencontres, faire un premier livre, un deuxième, tu vois, je sais pas. Bien sûr, je pense que chaque fois c'est un plus et qu'il y a de plus en plus de personnes qui te suivent, qui apprécient, et petit à petit on rentre dans ton monde, c'est ça aussi. Et le retour pour soi, ça fait plaisir, ça encourage. Tu refuses des projets des fois? J'ai pas eu beaucoup de propositions non plus parce que je me suis pas tellement manifestée pendant que j'étais prof.
Donc refuser un projet, là je vois pas, non. Ce que à t'écouter, on a l'impression que toutes les choses se suivent et s'enchaînent de manière assez organique, qu'un projet nourrit un peu l'autre, et puis bon, il y a une grande continuité, même si après tu refais un découpage, tu as des séries très identifiées. Est-ce qu'il y a des moments où dans ta carrière, justement, dans toutes ces périodes-là, où il y a rien? Ah oui, il y a eu un grand vide. Où il y a des doutes, où il y a où j'ai des idées en tête, mais ça ne trouve pas fort. Mais comment tu négocies ces moments-là? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu rebondis ou pas? Ça arrive très souvent, en fait. Ça m'arrive tout le temps. Ouais. Et du coup, j'ai commencé mon carnet La Nuit Magnétique par une petite page un peu minable, tu vois, avec une petite liste de choses à faire. Et puis petit à petit, je pense que dans ces cas-là, faut faire un pas de côté. Il faut aller chercher quelque chose qui sera pas forcément fondamental, mais qui te remet sur les rails. Et par exemple, pour commencer La Nuit Magnétique, je me suis dit que je voulais faire des peintures sur verre. Je vais boire un petit coup. C'est l'occasion de mettre en valeur le mug. Masso, mug que tu as designé avec cœur. Trace de rouge à lèvres. On vend le merch aussi sur. Donc La Nuit Magnétique, l'idée c'était de partir de ce que j'avais fait pour les mythes grecs. Qui se basait en fait sur des éléments clés correspondant à chaque personnage. Par exemple, la boîte de Pandore, un bateau pour Pénélope parce qu'elle rêvait à Ulysse dans un bateau. À chaque fois, il y avait un élément. La parole de la Pythie, c'était une feuille d'or qui s'envolait dans la vieille charité. Enfin bref, chaque fois, il y avait un lieu, une action, un élément, un personnage. Donc j'ai repris. Je me suis dit que j'allais peindre les éléments déjà, une barque. Et j'ai fait tout un inventaire comme ça. Donc j'ai fait une barque en peinture sur verre, je l'ai photographiée et c'était pas ça du tout. En fait, c'était de l'illustration. Parce que ça peut souvent devenir ça avec moi. Et du coup, je suis partie sur des choses plus abstraites, des polyèdres, qui est quelque chose qui me touche aussi depuis longtemps, qu'on retrouve dans mes peintures dans mes mises en scène. J'ai fabriqué des polyèdres en ruban, en collier. Et là, j'ai trouvé en fait une peinture qui m'a toujours fascinée, en fait, de Jacopo de Barbari, qui représente un mathématicien en 1500 quelque chose, qui on dirait une tablette graphique, mais c'est pas ça. Il a un stylo, il a une forme devant lui, enfin une planche avec des formes géométriques, un jeune homme à côté de lui, et à sa droite, il y a un rhombicuboctaèdre. Attention. Qui est une forme en fait avec 18 triangles équilatéraux et 8 carrés, et transparent en verre avec de l'eau dedans, et on voit les reflets des fenêtres. Enfin, c'est captivant. Et donc je me suis dit voilà, en fait, je vais refaire des polyèdres, et j'ai peint des polyèdres sur verre. D'accord. C'est un peu raté au début. Mais heureusement, il y a Photoshop. D'accord. Parce qu'en fait, Photoshop pour les petites pétouilles, En fait, quand même, à un moment, j'ai appris la photo. Après 2008, Okay. Après 2008, le Polaroid s'étant arrêté, j'ai erré un peu dans différentes techniques pauvres, comme on dit, et finalement, j'ai opté pour le numérique, et j'aime beaucoup. D'accord. Aujourd'hui, t'habites où? À Paris. À Paris. Oui. Tu penses c'est important d'habiter Paris là pour toi, pour comment tu mènes ta carrière, ou c'est parce que c'est comme ça? Quand je vois Laurent Millet ou Laurent Lafolie qui habitent loin, ils viennent souvent à Paris parce qu'ils sont maîtres de stage, mais c'est plus obligatoire maintenant avec comment dire, le télétravail. Oui, Internet. On peut très bien, si ta galerie te demande quelque chose, tu lui envoies dans la minute. Mais et puis faut venir évidemment voir des expos et tout ça, c'est plutôt ici. Mais je passe aussi du temps en fait dans mon coin préféré, qui est près de Narbonne, en fait, le village de Bages, qui est mon village. Et c'est là en fait, c'est ma source. Voilà. Mais j'aime bien vivre à Paris aussi. D'accord. Parce que tu fais des expos, tu fais des vernissages, tu fais ici, oui. Ouais. Bah oui. Je vais voir
toutes sortes d'expos, oui, tous les types d'expos. Tu penses que c'est important, ces occasions-là, pour entretenir un réseau, pour entretenir de voir d'aller au vernissage, oui, aller au vernissage, oui, bien sûr, oui. Mais je me force pas vraiment. Je trouve que c'est bien de retrouver les gens. Par exemple, demain, Leica. Et du coup, j'ai exposé une fois justement chez Leica, alors que c'était des Polaroids et des dessins. Incroyable. Et du coup, oui, c'est retrouver des amis, des gens, des photographes. Après, les expos d'art plus anciens ou quoi, c'est vraiment ou le surréalisme ici, c'est parce que ça me plaît beaucoup. Mais je crois que c'est bien, oui, c'est bien quand même d'entretenir son réseau, c'est pas honteux. Oui. Non, mais je pense. Enfin non, je veux dire, tu vois, c'est pas superficiel, c'est. Ouais. En fait, c'est marrant parce que on a plein de. Ça fait partie d'une nécessité. Je trouve. On a plein de profils différents. Je sais qu'il y a vraiment, tu sais, il y a ceux qui disent je le fais pas, j'y vais pas, oui. Je devrais le faire. Et puis il y a ceux qui disent ouais, je suis là tout le temps. Ou, tu vois, enfin il y a tout le temps, enfin tout le monde gère ça. Oui. Je pense aussi que c'est intime parce que c'est aussi une manière de se représenter. Oui, enfin je vais pas à tous les vernissages, hein, c'est pas vrai. Mais disons que si Marc Donadieu fait une exposition qui m'a l'air comme elle est toujours intéressante, j'y vais, j'aime bien le voir, j'aime bien l'entendre, j'aime bien voir chaque commissaire, en fait, son choix, c'est quelque chose qui t'éclaire. Mmh. Et en termes de représentation sur les réseaux, newsletter, Instagram, à fond la caisse, à fond les ballons, Facebook. Ça dépend des moments. Non. Là, comme j'ai 2 expos en même temps, oui. Parce que je vois que tu communiques en ce moment, effectivement. Oui. Quand j'ai rien à dire, je dis rien. Ouais. Est-ce qu'on a oublié des choses? Dis-moi, tu sais toi. La vente. Ouais. La galerie, la vente, etc. Les revenus artistiques, parce que, bon, si j'ai bien compris, tu t'es vite dit, moi, je vois pas trop, là, tout de suite, au début de carrière, comment je pourrais vivre à 100% de ma production artistique. Et en plus, je suis prédestiné à être prof et enfin c'est ce que tu dis après pas prédestiné, mais je veux dire après les études que tu as suivies, etc., il semblait logique de pouvoir en tout cas prétendre à des postes comme ça qui avaient le mérite au moins d'être rémunérateur et d'apporter une sécurité financière te libérant du temps sur ta pratique artistique. Et du coup ça veut dire que si je te comprends bien, ton chemin artistique, il s'est fait sans l'impérieuse nécessité d'aller trouver une galerie, de faire de la vente, etc. au moment où tu es en train de vraiment pratiquer, où tu es vraiment en train de fabriquer tes séries. Ça, c'est quelque chose qui est apparu. J'ai pas l'impression que t'es couru spécialement avec un plan de carrière en mode au bout de telle année, de telle série, il faut à tout prix quand même que j'ai telle résidence ou telle galerie ou telle opportunité. De la manière dont tu le racontes, j'ai l'impression que ça s'est tissé de manière assez naturelle au fur et à mesure des rencontres et des rebonds que ça te permettait. Et donc c'est pour ça aujourd'hui ma question, maintenant que tu es plus prof, etc. Est-ce que le succès financier ou non de ton travail est important ou pas? Est-ce que c'est important à tout prix d'avoir une galerie qui te suit? Est-ce qu'une vente valide aussi un travail? Oui. Bien sûr. Mais en fait, tu sais, j'ai eu de la chance de rencontrer Isabelle Bangard assez tôt, dans les années 90. Mm-hmm. Donc, du coup, j'ai quand même toujours un peu vendu comme ça. D'accord. Donc, dès le début, en fait, oui. Tu as eu quelqu'un. Dès le début, enfin, j'avais commencé bien avant, mais je prétendais pas rentrer dans une galerie, en fait. Et puis, ça a continué à s'enchaîner comme ça. Et en fait, j'ai jamais vécu de mon travail d'artiste parce que la production était vraiment énorme. Enfin, c'était des petits tournages en fait. Fallait aller sur place, il fallait j'ai toujours payé les danseurs. Toujours autoproduit. Ah oui, complètement. Bah oui. T'as pas couru après justement des bourses et des choses comme ça pour permettre la réalisation.
toute la production, elle s'est faite autofinancée avec ton salaire de prof, en fait. Voilà. Et non, mais c'est important d'en parler. Disons que moi, j'étais tranquille, si tu veux. J'étais le peu de temps que j'avais, parce que c'était vraiment pas beaucoup. Eh ben, je savais que j'avais pas besoin d'aller chercher justement. C'est tout à fait personnel comme choix. Hein. Et puis sinon, là maintenant, donc la vente, c'est bien, mais ça suffirait pas pour vendre. Pour vivre. Pour vivre. Non. Ouais. À Paris, en plus, impossible. Du coup, et puis je voulais pas non plus charger mon mari en ayant 2 enfants, de pas assurer aussi. Oui, c'était pas possible, quoi. Bien sûr, mais c'est parce que c'est des questions, enfin, c'est des questions qu'on pose souvent. C'est vrai que selon les parcours des artistes et les choix, etc. Enfin, il y a autant de configurations différentes, etc. Mais c'est vrai que la question à un moment, enfin, c'est Romy Alizé qui en parlait la dernière fois, qui disait, il y a un moment, moi, j'ai envie de faire mon boulot, j'ai envie de le faire exister, d'avoir des sous pour faire ma prod, et ainsi de suite. Sauf que j'ai besoin de bouffer aussi. Et il y a un moment, ton local, tu vois, ça m'a semblé, voilà, une espèce d'équilibre entre vouloir une famille et puis ne pas charger les autres de ce choix ultra personnel. Ouais. De faire de l'art, quoi. Si tu avais un conseil à donner justement des jeunes artistes ou des étudiants en art qui vont sortir là sur le marché entre guillemets, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Je leur dirais de commencer, s'ils veulent être vus, de pas s'énerver, de commencer par faire des expositions collectives n'importe où, ensemble, à plusieurs. Et de faire venir des gens au fur et à mesure. Mais bon, ceux qui sortent des écoles comme les Beaux-Arts de Paris ou d'autres écoles de prestige, on les aide à ça. C'est fait d'avance. Il n'y a pas que les Beaux-Arts de Paris. Non, mais je veux dire, les Beaux-Arts, c'est fait pour ça aussi. C'est-à-dire que c'était quand même de plein pied dans le monde de l'art. Voilà. Et sinon, conseil personnel, se mettre des œillères de temps en temps. Ouais. Et plonger dans pouvoir rester focus dans son univers, dans ses concentriques. Voilà. Et jeter son téléphone loin. Ouais. Ça, justement, je sais pas quel temps on a. Ça va approcher de la fin. Mais c'était une question, justement, là, tu viens de parler de hier, etc. Comment tu te positionnes par rapport aux autres, aux influences, à ce que tu vois, à ce que tu entends, voilà, l'influence globale, tu cherches à t'en protéger. Des fois, c'est aussi un coup de pouce, comment dire. En fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, je regarde vraiment à fond qui a pu déjà avoir cette idée, comment elle a été gérée. Pour les titres, par exemple. Les titres sont très importants pour moi. Et si je sors un titre qui est déjà le titre d'une chanson de Dalida, il faut le savoir. Après on l'assume peut-être pas, que oui. Mais disons que oui, ça pourrait être bien. Mais disons que je fais vraiment des recherches pour quand je vois que je vais dans une voie qui a déjà été parcourue, par qui, comment, quand, et est-ce que j'assume ou pas. Ok. Peut-être ça peut être un conseil, ça. Oui. On arrive à la fin. Ça y est, on y est. Est-ce qu'on a une dernière petite question? Celle de l'anecdote, éventuellement. Est-ce que tu as une mauvaise expérience à nous raconter avec quelqu'un? On veut des noms. Écoute, là... Non, t'as rien? Là, j'ai rien, là, tout de suite, là. Mais l'anecdote, c'était la Ola, quand même. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'était joli, ça. Oui, c'est joli, c'est mignon. C'est joli. Tellement mignon. Mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Nous, on voulait du sang. Du sang, mais... On voulait du sang et des larmes. Il va falloir que je revienne. Très bien. Écoute, Corinne, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Puis à bientôt. Merci beaucoup pour cette écoute. On espère que cet épisode vous a plu. Vous pourrez retrouver toutes les informations et actualités de Corinne sur son site corinnemercadier.com ainsi que sur son Instagram corinne.mercadier.
Merci beaucoup à Cyril et à ses équipes qui nous accompagnent à la régie et au Centre Pompidou pour son accueil et son soutien. Un grand merci à Paul, notre monteur que vous avez découvert lors de notre épisode hors série. Merci beaucoup à Olivier Schloberg pour le générique. Quant à Sans Titre, comme d'habitude, vous pourrez retrouver toutes nos informations sur notre Instagram @sanstitre.cast. Merci beaucoup, bisous.